Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, je reçois au micro Laetitia Vito pour parler de notre relation au travail et notamment de la sacro-sainte notion de productivité qui régit notre économie mais aussi notre vie et qu'il serait peut-être temps que nous apprenions à abandonner. Laetitia Vito est autrice et conférencière sur le futur du travail. Experte au lab de Welcome to the Jungle, elle accompagne l'équipe éditoriale de ce média sur les sujets liés au management, au recrutement, aux ressources humaines et au futur du travail. Elle fait partie du collectif Vive Média, au sein duquel elle écrit sur les femmes. En 2020, elle a créé le podcast Nouveau Départ avec son conjoint et une newsletter en anglais sur l'avenir du travail avec une perspective féministe. Laetitia at Work. Elle a publié 4 livres. Faut-il avoir peur du numérique ? Welcome to the Jungle, sans idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir. Et du labeur à l'ouvrage. Et enfin, son livre le plus récent, En finir avec la productivité, critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail, qui est sorti en avril 2020 chez Payot. Alors bonjour Laetitia et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être venue. Alors toi tu es en Allemagne, moi je suis en Californie et voilà, grâce à la technologie, on arrive à se rencontrer. On vient d'avoir une conversation, un début de conversation très agréable avant de démarrer l'enregistrement et tout d'un coup j'ai dit stop, faut qu'on arrête de parler, faut qu'on appuie sur enregistrer pour que les auditrices et les auditeurs puissent vraiment profiter de cet échange. Alors, j'ai eu envie de t'inviter suite à la sortie de ton dernier livre, En finir avec la productivité. C'est vraiment un titre qui m'a interpellée parce que c'est une réflexion que je mène depuis quelque temps sur cette notion de productivité. Donc, j'ai envie de te poser la question, d'où t'est venue l'idée d'écrire un livre sur la productivité ? Il y a plusieurs, dans la genèse, il y a plusieurs éléments qui m'ont fait m'interroger sur la question de la productivité. Je dirais qu'il y a un élément personnel et il y a un élément plus contextuel et politique. L'élément personnel, c'est que j'ai toujours un problème avec la notion de productivité. À titre personnel, je suis une droguée à la productivité. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, n'est-ce pas ? Donc, je me dis, j'ai un problème. Est-ce que c'est parce que je n'apprécie ma propre valeur qu'à l'aune de la production et de l'efficacité de cette production dans ma vie quotidienne, mais ce qui fait mettre la place du travail vraiment au centre de l'estime que j'ai de moi-même, ce que je reconnais comme un problème pour moi-même. Si je ne produis pas, je ne vaux rien. Voilà, c'est ça. Et évidemment, un problème d'estime qui est important. Et puis, l'idée qu'il faudrait arrêter de mettre le travail, de donner une place si centrale au travail
alors que je me sens parfois fatiguée, voire épuisée, et certainement j'ai envie d'autre chose, en fait, d'une vie qui ne ressemble pas à ça, où je peux être davantage dans l'instant présent plutôt que obsédée constamment par ma to-do list et ce qu'il faut Mhm. que je termine de faire pour avoir le droit de vivre enfin. En fait, cette idée qu'une fois que je serai arrivée au bout de cette to-do list, enfin j'aurai le droit de vivre, mais du coup, Sauf que malheureusement, elle d'abord, on n'y arrive jamais parce qu'elle jamais, continue voilà. de se compléter. Et puis ensuite, ça nous fait passer à côté du présent, ça nous fait passer à côté de la vie parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans cette projection dans le futur. Ça fait perdre les saveurs au moment présent. Donc, ça veut dire même aussi que le travail lui-même doit être un plaisir de l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye voilà, que j'essaye de changer en moi. Donc ça, c'est le côté un peu plus intime, mais le sujet, et c'est une des parties du livre, hein, cette idée du rapport au temps, d'un rapport au temps qui est devenu pathologique chez beaucoup de gens, parce que tant il est teinté de productivité, tant la notion de productivité s'immisce dans toutes les dimensions de notre vie. Hein. On dit même quand on fait du sport qu'on travaille ses abdos, qu'on travaille son cardio, on passe son temps à travailler. On s'est même mis à travailler son sommeil, à en mesurer la performance et la qualité avec tous les passionnés du quantified self qui se disent qu'ils peuvent optimiser leur sommeil pour être plus performants le lendemain. Mhm. Ça semble un peu du délire, n'est-ce pas? La productivité est tellement partout qu'on voudrait lui donner moins de place. Donc, je pense qu'à titre voilà, personnel, c'est ça. Et puis, le côté plus politique et économique, il concerne la notion de productivité dans sa définition économique historique. C'est une invention de l'économie dite classique, l'économie libérale. Le premier économiste de l'histoire, celui qu'on reconnaît comme étant le premier économiste de l'histoire, c'est un monsieur du XVIIIe siècle, de l'Écosse du XVIIIe siècle, qui s'appelle Adam Smith, à qui on doit des concepts comme la main invisible du marché, voilà, tout un tas de choses. Alors, c'était un grand penseur, on ne peut pas le ramener à ça. Néanmoins, ce qui est amusant avec lui, ou ce qui est amusant avec ce qu'on retient de lui, c'est que ça a imprimé toute l'économie avec une vision exclusivement masculine qui nie ou oublie complètement le travail féminin, l'apport de tout ce travail gratuit des femmes dans la sphère domestique, mais dans la société en général. Parce que Smith, par exemple, s'intéressait beaucoup à son dîner. Il en a fait une sorte de métaphore de la magie du marché et de la magie du fait que, voilà, en poursuivant ses intérêts particuliers, ses intérêts individuels, le meunier, le boulanger, le brasseur, le maraîcher, etc., font que le miracle du dîner se produit et où sur la table, on a tous ces produits voilà, le pain, la bière, etc., qui se retrouvent. Et c'est quand même miraculeux quand on y pense, comment l'économie arrive à produire ce miracle du dîner. Donc c'est une belle idée, mais il avait un énorme angle mort, ce Adam Smith, c'est qu'il a complètement oublié que le dîner, quelqu'un l'a préparé pour lui. Il a fallu Mhm. chercher les aliments, les couper, les préparer, les cuire, les cuisiner, les mettre dans une assiette, ensuite débarrasser la table, faire la vaisselle et puis recommencer le lendemain. Et le miracle du dîner, ça n'est que le marché, ce qui se passe à l'extérieur, dans la sphère marchande, avec ces hommes, hein, le meunier, le maraîcher, le brasseur, etc., mais absolument pas la personne qui a préparé le dîner pour lui, sans qui, pourtant, il n'aurait pas de dîner. Et cet angle mort, donc en l'occurrence, la personne qui préparait le dîner d'Adam Smith, c'était un vieux garçon, c'était sa mère, c'était sa maman qui préparait le Mhm. dîner. Et sans doute que, comme toutes les femmes de la fin du XVIIIe siècle, elles n'avaient pas beaucoup d'options, pas beaucoup d'alternatives de travailler dans la sphère marchande, en dehors de l'espace domestique. Néanmoins, elle, ce n'était pas un homo economicus, hein, cet agent économique rationnel qui maximise son intérêt constamment. Elle a peut-être fait toutes ces choses-là dans son intérêt personnel aussi, puisque, encore une fois, elle n'avait pas d'autre alternative, mais elle l'a probablement aussi fait avec amour, par amour. Et ça, Adam Smith ne l'intègre absolument pas dans sa réflexion sur ce qu'est l'économie. Et cet angle mort originel, en fait, il se poursuit dans toute l'histoire de l'économie jusqu'à la fin du XXe siècle, où on voit l'apparition de certains mouvements hétérodoxes qui s'intéressent à d'autres sujets, notamment la sphère domestique, notamment
toute l'économie informelle, notamment aussi tout ce qui est irrationnel en nous avec l'économie comportementale. Donc, on sort un peu de l'homo economicus de l'économie classique libérale, mais ça reste marginal et ça reste très tardif. Donc, en gros, pendant bien 2 siècles, toute l'économie en tant que discipline s'est fondée sur une manière de voir le monde et de penser le monde qui est exclusivement masculine et qui oublie en fait ce qui est essentiel dans nos vies. Et cet archétype de l'homo economicus, l'agent rationnel qui maximise son intérêt, évidemment, est un archétype qui ne correspond en rien à la réalité de nos relations, de nos vies, de la manière dont tout fonctionne dans notre vie. Donc, je suis partie de ce point de départ parce que la productivité, c'est une des notions héritées de cette économie classique. C'est bien commode dans le monde industriel ou dans le monde agricole de pouvoir mesurer, grâce à un ratio, l'efficacité d'un facteur de production. Qu'est-ce qu'une heure de travail humain permet de produire? Et puis, on voit que c'est variable. En changeant certaines choses, on peut l'augmenter. Enfin, c'est un ratio qui semble faire sens dans le monde industriel, dans le monde des chaînes d'assemblage. Quand on imagine Charlie Chaplin sur sa chaîne d'assemblage à serrer des boulons, on peut compter le nombre de boulons qu'il a serrés dans tel temps et on peut le comparer avec quelqu'un d'autre qui fait le même travail. Donc, ça marche avec les biens standardisés, avec les matières premières, les commodités. En revanche, dès qu'on en sort, et puis en réalité, même dans le monde industriel, c'est beaucoup plus flou, imprécis, voire complètement foireux, cette mesure de la productivité. En réalité, dans l'économie de la connaissance, dans l'économie des services, les services à la personne, dans la création, qu'elle soit artistique ou artisanale, être capable de dire, je sais pas, par exemple, quelle est la productivité d'une heure d'email? Enfin, qu'est-ce qu'on produit comme valeur à faire une heure à répondre à des mails? Ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup, mais est-ce qu'on est capable de le dire? Souvent, pas du tout. Et surtout, en fait, la productivité, telle qu'elle a été imaginée par l'économie classique, elle part du principe que c'est qu'on peut isoler un facteur de production, en l'occurrence peut-être une heure de travail ou un humain, et attribuer le mérite productif à un individu. La réalité, elle est tout autre. C'est une réalité collective. Sans les infrastructures qui reproduisent la force de travail, donc ce travail féminin, eh bien, on n'a pas de production possible. On l'a vu avec la pandémie. Sans les essentiels, il n'y a rien qui peut se passer, ces fameux travailleurs essentiels. Pourtant, comme c'est curieux, ces travailleurs essentiels du point de vue de l'économie, des indicateurs économiques, ils sont réputés moins productifs. Ils ont une productivité qu'on dit, entre guillemets, faible. Et donc, moi, c'est ça que je viens critiquer, de manière un peu comme un pamphlet, à dire s'ils sont essentiels, c'est qu'ils sont productifs. Et il faut arrêter de regarder les choses de cette manière-là. Il faudrait intégrer dans le calcul l'ensemble du travail gratuit ou mal payé qui permet la production à laquelle on s'intéresse tant. J'ai une question qui m'interpelle. Comment on en arrive à penser qu'ils ont une productivité faible? Parce qu'on n'arrive pas à la mesurer, c'est ça? Parce que c'est pas suffisamment quantifiable. Comme c'est flou, on l'associe à faible? Alors, tout à fait. En fait, il y a une sorte de tautologie chez beaucoup de métiers qui sont mal rémunérés. Dans les services publics, il n'y a pas il y a souvent pas d'échange marchand. Alors, c'est pas le cas aux États-Unis où les services médicaux sont facturés très très cher. Donc, sans doute que au regard de l'économie, ces travailleurs ou travailleuses-là sont plus productives, entre guillemets. Mais dans une société comme la société française, où l'essentiel des services médicaux sont non marchands, sont financés par l'État, il n'y a pas de transaction, donc il n'y a pas de chiffre d'affaires. Voilà, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc là, la valeur, entre guillemets, n'est pas une valeur marchande. Donc le chiffre qu'on associe à une heure de production, elle correspond à une ligne de budget, en fait, de budget de l'État. Et la ligne de budget, c'est essentiellement la masse salariale. Donc, si vous payez mal ces gens-là, en fait, ils créent leur propre salaire d'une certaine manière. C'est pour ça que je dis que c'est tautologique, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc, tous les services qui sont publics, quand ils sont mal rémunérés, on considère, en plus déjà de manière plus globale, on considère que c'est un fardeau sur l'économie. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pèsent, et puis il y a ceux qui créent de la valeur, et puis ceux qui sont comme un fardeau, comme des sangsues qui viennent capter la valeur créée par les autres. Évidemment, une vision absolument terrible, parce que ça donne une espèce de
presque de sentiment de culpabilité. Il y a des infirmières, des enseignants qui font les choses les plus essentielles de notre vie et qui ont l'impression d'être un fardeau du point de vue de l'économie. Donc, je disais pour la productivité, oui, elle est faible puisque la masse salariale est faible. Donc, c'est une espèce de phénomène autoréalisateur. Beaucoup de ces emplois sont peu valorisés et parce qu'ils sont peu valorisés, ils sont jugés peu productifs. Parce qu'ils sont jugés peu productifs, ils sont peu valorisés. En fait, c'est complètement autoréalisateur. Et puis, il y a une autre raison peut-être plus profonde encore qui est que on est loin de l'univers des biens standardisés ou des commodités et on ne mesure pas les externalités et les externalités positives de services comme l'éducation et la santé. Ces externalités sont immenses, c'est-à-dire que l'influence qu'on a les uns sur les autres, le fait d'être bien soigné, en fait, ça a un effet, de contagion positive qui se répand tout autour et qui est extraordinairement précieux. C'est-à-dire quand on est bien, du coup, on va être très productif, on va pouvoir être bien avec les autres, on va être de meilleure humeur, voilà, c'est tout un tas de choses qui se répandent. En fait, cette influence des uns sur les autres, elle n'est pas du tout mesurée. Même si le concept d'externalité est un concept inventé par des économistes, mais les externalités positives de ces choses-là, elles ne sont pas intégrées dans le calcul, ni la qualité. Voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà, la qualité n'est pas inclue. Oui. exactement, la qualité de cette relation, aussi la qualité, la densité, la nature de cette relation humaine qui se noue, par exemple, entre un soignant et un patient, dont pourtant les scientifiques savent que c'est quelque chose d'assez profond, hein, la qualité de l'écoute, le sentiment d'être compris, ça participe du soin, en À fait. la Hein. santé, oui, tout à fait. Exactement, de manière très profonde. Hein. C'est comme l'effet placebo et l'effet nocebo, et beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Et cette relation-là, cette relation qui se noue, elle a un effet multiplicateur qui est très important, mais qui n'est absolument pas mesuré. Et puis, voilà, Et chaque acte médical qui est... serait même, qui pourrait même être réduit et supprimé sous la pression de cette idée de productivité de il y a tant de patients à s'occuper aujourd'hui, donc il faut que tu donnes les médicaments ou que tu fasses les piqûres ou que tu fasses les soins. Pareil pour un enseignant, il faut passer d'une classe à l'autre, les timings sont de plus en plus serrés ou des choses comme ça. Et du coup, moins d'espace euh, pour que cette qualité de la relation puisse être créée aussi. Exactement. En fait, on mesure, du coup, faute de mesurer cette qualité, ou même la mission, qui est celle de soigner, ou celle d'enseigner, ou de transmettre des connaissances, ou d'inspirer, d'influencer quelqu'un, eh bien, on a une logique qui est très, très comptable, qui va être voilà, le nombre d'actes médicaux, ou bien le nombre d'heures de cours, ou plutôt le nombre d'élèves qui ont suivi une heure de cours. Donc, mathématiquement, on rajoute des élèves dans des classes, ça augmente la productivité. Ou Mhm. bien on rajoute des heures de cours au même enseignant, ça rajoute la productivité de l'individu, mais on oublie la mission qui est celle de est-ce que l'élève en a tiré quelque chose, ou est-ce que le patient est sorti, ou est-ce qu'il est mort? Parce que s'il est mort, c'est pareil en fait au regard de la productivité. Mort ou vivant, en bonne santé ou pas, c'est la même chose. Donc en effet, tout ce qui est la vraie valeur de ce service et surtout la dimension voilà, de cet effet multiplicateur de la relation humaine qui se noue et qui est très important dans toute relation de service, parce que c'est vrai dans le soin, mais c'est vrai aussi si vous parlez de la confiance que vous accordez à une personne qui vient faire le ménage chez vous. Il y a aussi un effet multiplicateur. C'est bien sûr tout aussi important, en fait. Il se passe un peu comme dans la psychanalyse, il se passe voilà, des phénomènes de projection. Il y a tout un tas de choses qui se nouent, qui sont très, très importantes et qui, en fait, devrait dépasser le service lui-même dans sa définition la plus stricte. Donc la productivité ne mesure pas ça, et donc voilà, les C'est toute une, économistes disent ça, ils disent bah, les services à la personne, c'est peu productif. Et moi évidemment, à chaque fois, je, je suis énervée quand j'entends ça. Alors, Je me dis, j'ai deux choses qui viennent quand tu me dis ça. Une chose, c'est que j'ai un souvenir. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines et j'ai un souvenir d'être dans les comités de direction et à ce qu'on me renvoie, en fait, que moi, je suis une ligne de coût, en fait, que mon service, que mon département est une ligne de coût parce que je ne produis pas. Donc, c'est exactement ce que tu décris. Voilà, je c'est suis. exactement ça. À l'échelle des organisations, on a des micro-sociétés où tous les services supports sont exactement comme le care, le soin, l'enseignement dans la société, un peu comme le service public ou les services de proximité en général. Et c'est pareil, on leur fait sentir, ah bah toi, à la comptabilité, je sais pas,
ou ressources humaines, bien sûr, à tout ce qui est support. Et en fait, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est parce que ce support, en fait, sans lui, aucune production n'est possible. Donc, c'est cette infrastructure qui permet la production de tous et qui devrait être intégrée dans le calcul de la productivité de manière collective. Il faudrait regarder un ratio. Qu'est-ce qui fait qu'une heure dite productive est possible? Combien elle intègre, en fait, de gens? Et puis, en plus, après, il ne faut pas oublier que dans la connaissance ou la création, beaucoup de la production en fait est collective parce que c'est la manière dont les idées vont circuler, c'est la manière dont on va construire ensemble un projet, une idée, et tous les échanges qui sont nécessaires pour y arriver. Et en fait, le partage du mérite productif est foncièrement inégalitaire. Donc en fait, se cache derrière la productivité en tant qu'indicateur un outil qui permet de justifier des inégalités économiques très fortes. Hmm. Dont les femmes sont pénalisées en premier. Exactement. D'où Est-ce que tu peux l'idée nous d'une parler de critique ça féministe. parce que Exactement. Eh est-ce bien, que tu ces peux nous... métiers de support, de soins, d'enseignement, voilà, tout ce qui... Alors, il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser. Toi, tu as parlé du support, en l'occurrence, les départements des ressources humaines dans les organisations. C'est un très bon exemple. C'est un métier très féminin. Le support en général, par exemple, tout ce qui relève de l'administration, les employés de l'administration, à plus des 2 tiers, c'est des femmes. L'enseignement, à plus des 2 tiers, c'est des femmes à l'éducation nationale. Et puis les métiers, par exemple, de secrétariat dans l'éducation nationale, on est sur des proportions encore bien plus grandes. Les infirmières, c'est 85-87% de femmes. Et puis, tous les services à la personne qui se passent dans la sphère domestique, par exemple, les auxiliaires de vie qui s'occupent des personnes âgées, par exemple, les assistantes maternelles qui s'occupent des enfants. Là, on est à 97% de femmes, 98% de femmes. Voilà, les petites variations selon les appellations et les pays, mais en gros, on est entre 90 et 100% de femmes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dès qu'il s'agit de soutenir les gens, ou dès qu'on est dans des métiers ou des activités qui sont associées à ce qui relèverait de la reproduction de la force de travail plutôt que de la production. La reproduction de la force de travail, c'est ce qui fait qu'on prend soin de soi, se nourrir, se soigner, etc. Mais aussi la force de travail de demain, donc les enfants, s'occuper des enfants, leur enseigner des choses, prendre soin d'eux, s'occuper de la maison, puisque c'est la sphère dans laquelle on va reproduire cette force de travail. Et donc, même si cette reproduction est entrée en partie dans la sphère marchande, c'est-à-dire que beaucoup de ces activités sont des activités marchandes, notamment, par exemple, les nounous, elles sont payées, hein, c'est pas des gens qui le font bénévolement. Néanmoins, c'est resté lesté d'un héritage qui était celui de maman à la maison, enfin cet archétype de maman à la maison, papa à l'usine ou papa qui produit. Et aussi autour voilà, de cet imaginaire du couple hétérosexuel, de la famille modèle nucléaire, etc., dont on a encore beaucoup de mal à sortir, alors que ça représente maintenant finalement pratiquement une minorité, en fait, ce modèle-là, ce modèle de cet archétype. Ta question, c'était pourquoi féminin? Du coup, on retrouve en effet dans tous les emplois que les économistes ou tous les métiers que les économistes disent peu productifs, une majorité de femmes. Et en fait, il y a voilà, cette division sexuelle du travail qui reste une réalité extrêmement forte. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas plus est-ce qu'on sait expliquer pourquoi il n'y a pas plus de mixité? Il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de raisons historiques. Je peux en donner une ou deux. L'une des premières, donc je te disais, c'est qu'au moment de la révolution industrielle, on a séparé de manière un peu violente et arbitraire ce qui relève de la reproduction et de la production. Parce que avant, dans l'imaginaire artisanal, les deux sont mêlés. Tu nettoies ton atelier et puis tu fais ton ouvrage et puis voilà, tout est un petit peu mêlé. Puis souvent ça se passe en famille, hein, cette unité artisanale ou des paysans. Et puis voilà, l'imaginaire de l'industrie, de la révolution industrielle, a consisté à faire sortir la production
industriels de l'univers, de la sphère domestique, donc les usines, les manufactures, etc. Et puis, avec cette idée, ensuite, où les syndicats se sont battus pour que les ouvriers aient des meilleures conditions. Et l'un des objectifs de ces syndicats et puis des ouvriers, c'était que le salaire de l'ouvrier soit suffisant pour couvrir le travail gratuit à domicile de l'épouse, de la mère, etc. Donc, cette idée de couverture, c'est-à-dire que l'homme devait couvrir la femme. Et évidemment, ça excluait d'emblée les femmes qui n'étaient pas mariées, les veuves, etc. Et ça, évidemment, ça n'est pas dans l'histoire. Et les syndicats, par exemple, sous l'influence en France de quelqu'un comme Proudhon, étaient très franchement misogynes parce qu'ils voyaient les ouvrières, parce qu'il y en avait déjà, qui étaient moins payées, etc., ils les voyaient comme une concurrence, en fait. C'est-à-dire que c'est comme ce concept de l'armée industrielle de réserve chez Marx. C'est que tant qu'il y a des travailleurs pauvres qui sont prêts à travailler moins cher, ça fait pression à la baisse sur les salaires. Donc, il fallait, c'était une lutte en fait idéologique, dire non, 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 il faut que les femmes soient à la maison, il faut que le salaire de monsieur soit suffisant pour payer le salaire de son épouse, pour payer la vie de son épouse en fait, pour couvrir les besoins de son épouse. Et dans un contexte où parallèlement à ça, déjà depuis le XVIe siècle, on a vraiment une vision des droits des femmes qui est très, très limitée. C'est vraiment l'idée d'une mineure comme une enfant, en fait, pas beaucoup plus de droits qu'une enfant, qui est sous tutelle d'abord d'un père, puis d'un mari. Et cet héritage-là, en fait, qu'on retrouve par exemple dans le Code civil de Napoléon, etc., en fait, on n'en est pas complètement sorti en réalité. On n'est pas complètement sorti parce que même si les femmes sont massivement entrées sur le marché du travail, elles sont entrées sur le marché du travail sur d'autres activités qu'on a, alors délibérément ou pas du tout délibérément, je dirais, il n'y a pas un complot planétaire, hein, pas si bien organisé que ça, mais ces activités sont restées différentes de manière à justifier des différences de paye et à préserver en fait les activités masculines bien rémunérées. Et donc, typiquement, voilà, l'usine, hein, l'usine est restée un monde très, très masculin. Et même dans les années 60-70, où il y avait des ouvrières, elles ne faisaient pas la même chose. Par exemple, dans l'automobile, les hommes faisaient les jantes, les roues, les moteurs, les voitures. Les femmes faisaient le textile sur les sièges de l'automobile. Et elles étaient moins payées. Mais on leur disait, mais oui, mais le textile, c'est quand même moins important que le moteur. C'est pas le même métier, c'est pas le même travail. Donc, en fait, ça a permis, et c'est encore ce qu'on dit aujourd'hui, quand on dit, mais pourquoi les femmes, ah oui, mais à travail égal, les différences sont très, très faibles. Le travail n'est pas le même. C'est pour ça qu'elles ne gagnent pas autant. Ce n'est pas le même. Et donc, en fait, c'est un héritage, un héritage historique qui est très dur, dont on a énormément de mal à se défaire. Et les activités féminines, elles restent lestées, l'idée du salaire d'appoint, hein, l'idée que les femmes, elles n'ont quand même pas vraiment besoin de gagner autant parce qu'elles auront toujours un mari, un père derrière qui Ah, assure. ça, c'est amusant parce que moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneuses, hein, de femmes qui donc décident de se mettre à leur compte, de quitter leur job et de se mettre à leur compte, ou alors elles sortent de la maternité et elles veulent développer une activité professionnelle. Et on travaille beaucoup sur cette notion-là, elles arrivent à gagner un salaire elles arrivent à atteindre et à gagner des revenus, mais ça correspond à un revenu d'appoint. Et elles ont beaucoup de mal mentalement, en fait, dans leur perception des choses, à oser s'accorder la permission de créer les conditions favorables à ce qu'elles gagnent un salaire qui soit équivalent, si ce n'est pas supérieur au salaire de leur conjoint. Et c'est vraiment un cap, c'est plus un travail intérieur, en fait. Il faut vraiment d'abord créer un alignement intérieur pour que cette possibilité puisse se faire. C'est vrai, mais c'est pas que intérieur, c'est fiscal et c'est à l'échelle du foyer. Alors fiscal parce que, donc tu l'as dit, hein, tu n'as pas dit le chiffre, mais je crois que en France, c'est 75%, dans 75% des couples hétérosexuels, l'homme gagne beaucoup plus que la femme. Un peu plus ou beaucoup plus. Okay, c'est que seulement dans 25% des couples que c'est l'inverse. Donc vraiment, on est dans quelque chose quand même qui est très dominant. Et le quotient conjugal, donc le système fiscal français, fait que, alors comme en Allemagne aussi, où je suis, il y a une prime à l'inégalité au sein du foyer. Si
vous avez un homme qui gagne 100 000 euros et une femme qui gagne 20 000, c'est beaucoup plus intéressant fiscalement. Il y a un cadeau fiscal plutôt que si les deux gagnent 60 000. Là, on parle de gens riches, hein. Mhm. Mais alors que voilà, l'égalité dans un couple ne donne pas lieu à un cadeau fiscal. Donc, tout le système fiscal de conjugalisation de l'impôt, alors c'est le cas aussi aux États-Unis, il y a aussi une forme de conjugalisation de l'impôt. C'est le cas en France, en Allemagne, mais beaucoup de pays comme même le Royaume-Uni, la Suède, la plupart des pays, ils se sont débarrassés de ce système fiscal qui en fait fait une incitation à l'inégalité et qui fait dire à des femmes, oui, mais si je gagne beaucoup plus, ça va partir en impôts. Ouais. Et ça, c'est un désastre. Franchement, ça, c'est systémique. Après, du coup, ça amène à des calculs qui sont des calculs marginalistes. Les calculs marginalistes, ça consiste à dire, voilà, moi, je gagne 1500 euros par mois, petit revenu, moi, femme, j'ai un enfant, la nounou va me coûter 1500 euros par mois, ça vaut pas la peine, j'arrête de travailler. Voilà. Et en fait, on compare le coût de la nounou au salaire ou au revenu de la mère, comme si c'était un revenu marginal plutôt que de l'imputer sur l'ensemble du foyer en réalité, et Oui. puis de faire des calculs sur la durée, c'est-à-dire les gains futurs, d'intégrer les gains futurs, parce que dans certains cas, l'arrêt complet d'une activité va tellement vous pénaliser sur le marché de l'emploi que vos perspectives professionnelles futures à échéance de 3 ans, 4 ans, 5 ans en seront considérablement réduites. Idem pour un passage à temps partiel. Ça peut tuer une carrière. Mhm. Donc, et ça le fait, hein, c'est ce qu'on appelle la pénalité maternelle. Oui, tu en Statistiquement parles dans ton parlant, livre de ouais, ça, oui. Mhm. exactement. Mhm. Donc, tu as tout à fait raison. Il y a une idée voilà, d'état d'esprit des individus, de se dire il faut que je me dise que je peux gagner un vrai revenu et puis voilà, être pourvoyeuse dans le foyer. Mais il y a quand même aussi des freins très forts qui sont fiscaux, qui sont systémiques, qui sont au niveau des horaires des écoles, enfin de tout un tas de choses qui se basent sur le principe, enfin qui se basent encore sur cet héritage de on a un pourvoyeur principal et puis une personne qui est couverte par le pourvoyeur principal et qui, certes, s'est mise à travailler, mais ça reste un petit salaire d'appoint gentil. Mhm. 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 C'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant tout ça. Donc là, on a parlé de l'impact de la productivité, de cette notion de productivité par rapport à cette idée d'égalité des hommes et des femmes. Et donc, on a vraiment pris conscience du fait que la productivité calcule une création de valeur, mais elle omet aussi tout un pan de création de valeur qui est sans lequel, en fait, aucune valeur ne pourrait être créée, qui est donc tout ce travail invisible ou en tout cas peu valorisé, qui est souvent tenu et porté par les femmes. J'avais envie de t'amener aussi à parler sur l'impact de la productivité pour l'environnement, la Oui, notion de productivité sur l'environnement. absolument. Alors, c'est là où l'argument féministe rejoint l'argument écologique. D'ailleurs, j'aime bien rappeler l'étymologie du mot écologie. Étymologiquement, ça se réfère à l'ensemble des relations que les individus entretiennent avec leur environnement et que les relations entretiennent entre eux. Et en fait, dans cette étymologie, on a la notion d'externalité, d'influence d'une activité sur l'environnement dans lequel on vit et des liens qu'on a entre nous. Et donc, la productivité, comme j'explique, elle n'est pas écologique parce elle nie ses relations, elle déshumanise aussi le travail et elle requiert une exploitation des ressources qui, là aussi, ignore l'influence sur l'environnement, les individus, l'écosystème en général. Donc euh, ça participe de cette extraction, de cette logique d'extraction qui n'est pas dans la maintenance, l'entretien, le recyclage, etc. Donc c'est en fait le même sujet que le travail gratuit féminin, parce que d'une certaine manière, la productivité, telle qu'elle est mesurée, puisqu'elle peut se permettre d'isoler comme ça les facteurs, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas, d'avoir une activité très, très, très polluante, parce que le coût de la pollution, le coût, par exemple, en travail, du fait de nettoyer une plage souillée ou bien de filtrer l'eau ou que sais-je encore, hein, ou parfois c'est des choses qui sont plus intensives en main-d'œuvre, ou fait de soigner les gens qui sont affectés par un air de mauvaise qualité. Mais toutes ces choses-là, puisqu'on n'a pas à les intégrer dans le calcul, on peut être très productif
finalement, en déléguant comme ça sur la communauté le travail de nettoyer les dégâts. Et c'est un travail qui souvent est gratuit ou en tout cas payé par la communauté, par exemple quand il s'agit de services publics. Mhm. Mais si on devait intégrer, alors il y a évidemment, c'est un chantier de décennies. Ça fait longtemps que les écologistes disent qu'il faut intégrer les externalités dans le coût de la production. C'est-à-dire que si on intègre dans le coût de production d'un bien industriel le coût, alors il y a beaucoup de débats sur comment on l'évalue, mais le coût sur l'environnement de cette production, d'un coup, ça devient nettement moins productif. Mhm. Donc, en fait, les activités les moins productives sont souvent les plus vertueuses du point de vue de l'environnement parce qu'elles ont moins de dégâts. Par exemple, si vous... une heure de soins infirmiers, il n'y a pas énormément de dégâts sur l'environnement, c'est assez peu. Alors que une heure n'importe quoi, mais dans une industrie très polluante, une heure de travail qui va être jugée extraordinairement productive, en fait, elle intègre ou elle devrait intégrer énormément de travail gratuit, énormément de travail associé aux dégâts sur l'environnement, et en fait, elle serait beaucoup moins productive, entre guillemets, si on l'intégrait. Donc, voilà, le féminisme et l'écologie se rejoignent, en fait, dans ma critique de la productivité, parce que de la même manière, en fait, il y a cette partie immergée de l'iceberg qui est invisibilisée, non comptée, non prise en compte. Et du coup, on a cette partie émergée, dite productive, visible, noble, etc. Et donc, moi, ce que j'essaye, c'est de montrer ce qu'il y a en dessous, en fait. Et montrer ce qu'il y a en dessous, puis montrer les liens qui existent entre toutes ces choses-là. Mhm. Mhm. En fait, voilà, à travers ton livre, tu dénonces ce concept qui est au cœur de l'économie, en fait. Et comme il s'avère que l'économie est au cœur de notre société, voilà, tu dis, voilà, on a cette notion de productivité au cœur de tout, on cherche toujours à être rentable, à produire plus en moins de temps, et c'est vraiment quelque chose qui influence beaucoup les décisions. Et qui donc a un impact important sur notre vie. Et toi, tu dis, mais cette notion, elle est bancale en fait. Cette notion, elle marche pas. Elle omet trop de choses pour qu'on puisse la laisser être au cœur de tant de décisions. C'est ça? Exactement. En fait, elle est même toxique, hein, elle est mensongère, en fait. Elle est mensongère parce elle ne traduit pas la réalité économique. Elle ne traduit pas le coût réel en termes de facteurs de production de la production qu'on regarde. C'est comme, désolé, ça ressemble à un point Godwin, mais historiquement, c'est vrai. C'est comme ces empires coloniaux qui créaient des richesses extraordinaires sur le dos d'esclaves, sur le dos de populations locales complètement asservies, en prenant voilà, toutes les ressources, toutes les richesses. Ils étaient extraordinairement productifs, hein, ces impérialistes. Je donne l'exemple dans mon livre des Belges, hein, du Congo belge, parce que le Congo belge, on est peu nombreux à en parler, c'est pas toujours dans les livres d'histoire, mais il y a eu quand même 10 millions de victimes, hein, dans le Congo belge, 10 millions de morts. Donc des populations locales asservies, qu'on a forcé à ramasser le caoutchouc, qu'on a forcé ou parfois on a pris en otage une partie de la famille pour forcer les individus à aller travailler gratuitement avec rien en contrepartie. Et ces bateaux qu'on remplissait de richesses et qu'on faisait ramener sur le continent permettaient de dire aux comptables qui faisaient les comptes et qui notaient voilà, dans des lignes tout ce qu'on avait rapporté, que les individus qui opéraient ces trafics-là étaient incroyablement productifs. Alors ça a l'air extrême comme comparaison, mais d'abord l'esclavage existe toujours, hélas, et puis ensuite l'esclavage a eu un rôle important dans la création de notre concept de productivité moderne. J'en parle à propos de l'esclavage américain, qui est plus connu, qui est assez récent, puisqu'il a pris fin seulement à la fin du 19e siècle, hein, 1865. Et en fait, 1865, c'est vraiment contemporain de la naissance des grands empires industriels américains qui vont donner naissance au management moderne, en fait. Le management moderne, il date de cette époque-là, même si il s'appelait pas, en France, il ne s'appelait pas encore management, mais voilà, donc aux États-Unis, c'est le moment où
le système ferroviaire on a réuni l'Est et l'Ouest du pays, donc tout fonctionnait. Donc, on avait un très grand marché et on a des très grands empires qui se sont constitués. Et donc, on faisait venir les matières premières des États du Sud, dans lesquels il y avait de l'esclavage, donc le coton, le tabac, etc., vers les usines du Nord, dans lesquelles on en faisait quelque chose. Et c'est dans les plantations du Sud, on a mis au point des méthodes comptables et puis des expérimentations sur ce qui marche et ce qui ne marche pas pour faire qu'un esclave cueille plus de coton, par exemple, qui ressemble beaucoup. Et c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de tiré par les cheveux. Il y a des chercheurs, des historiens américains qui en ont fait des recherches très intéressantes, notamment une chercheuse en ressources humaines qui s'appelle Caitlin Rosenthal, qui a écrit un livre qui s'appelle Accounting for Slavery, hein, avec le double sens de accounting au sens de comptabilité puis au sens de rendre des comptes sur l'esclavage. Et qui épluche voilà, ces livres de comptes dans les plantations du sud des États-Unis et qui montre que, bien que ce soit quelque chose d'un peu honteux dont on ne parle pas, mais que beaucoup des innovations en fait, qui datent de cette époque-là ont servi à la modernisation du management, de l'organisation des entreprises qui seront celles du XXe siècle, qui seront les grands empires industriels du début du XXe siècle et après. Et donc, voilà, c'est l'exemple le plus extrême d'un travail gratuit qui a permis d'augmenter la productivité de quelques-uns. Donc, cette productivité, l'indicateur économique, pour moi, il est pire que légèrement pas terrible. Il est franchement criminel, il est mensonger et criminel parce que ce qu'il choisit de ne pas voir, non seulement c'est l'essentiel, mais en plus, souvent, c'est beaucoup de souffrance humaine derrière. Mhm. Mhm. Ok, donc ce que tu nous dis vraiment, c'est que cette notion est mensongère, qu'elle est abusive. Il y a une phrase aussi dans ton livre qui m'a marquée où tu faisais une analogie entre la situation des femmes et Atlas, le titan de la mythologie grecque, qui était condamné à porter le monde pour l'éternité sur ses épaules. Et tu dis, les femmes portent la productivité de tous sur leurs épaules sans en recevoir les fruits. Et ça m'a fait penser vraiment à cette situation dont je parle, moi, dans le cadre de mon programme La Voix d'Athéna. C'est du nombre incroyable de femmes qui vivent des burn-out. C'est vraiment inquiétant à l'échelle de notre société, en fait, de voir la quantité de burn-out en ce moment que les femmes sont en train de vivre. Je ne dis pas qu'il n'y a que les femmes, hein, il y a aussi des hommes qui vivent des burn-out. Et je pense que c'est lié à ça, au fait qu'il y a cette course à la productivité. Et en fait, dans cette course à la productivité, ben, il y a une grande partie du travail des femmes qui n'est pas valorisé, qui n'est pas mesuré, qui n'est pas quantifié. Et donc voilà, ça génère cette quantité phénoménale de burn-out. Et je vois aussi un lien avec le burn-out dans ce que tu dis, hein, et le contenu de ton livre, avec le burn-out de la planète, avec la crise écologique dans laquelle on est en train de vivre, qu'on est en train de vivre, qui vient aussi du fait qu'il y a toute une quantité de conséquences de cette productivité qui ne sont pas mesurées, qui ne sont pas quantifiées et puis qui ne sont pas traitées, du coup, qui ne sont pas prises en charge par notre société de manière suffisante. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Tu as tout dit très très bien, mais en effet, les burn-out sont le symptôme de ce que tu disais tout à l'heure à propos du support. Le mot support, déjà, tu vois, c'est exactement Atlas, hein. C'est que le problème de beaucoup de femmes qui sont en burn-out, c'est qu'elles ont non seulement leur activité officiellement productive, hein, celle qui leur vaut rémunération, le travail payé, mais elles ont aussi tout ce travail qui supporte, soutient la productivité des autres. Donc, c'est évidemment le travail dit reproductif à la maison, s'occuper. Alors, on a toujours ces chiffres terrifiants là, sur le fait que 2/3 des corvées domestiques sont encore assumées par les femmes dans la plupart des pays occidentaux, et puis dans les autres, c'est peut-être encore pire. Qu'on a, voilà, pareil sur les tâches parentales, c'est à peu près 2/3, 1/3 les proportions. On a voilà, plein de chiffres comme ça qui montrent que sur l'aidance aussi, hein, s'occuper des parents âgés, y compris des beaux-parents, ça va être beaucoup plus les femmes. Enfin, voilà. Donc, il y a tout ce qui est voilà, prendre soin des autres qui reste
extraordinairement genré. Et puis, même dans la vie professionnelle de tous les jours, il se passe la même chose à l'échelle d'une organisation. Donc cette fameuse charge mentale ou charge émotionnelle qui est portée par les femmes au travail, dans l'équipe, qui est s'occuper du bien-être des autres, s'assurer que tout va bien, préparer les pots de départ, fêter les anniversaires, et puis aussi toutes ces tâches un peu comme du secrétariat, hein, préparer la prochaine réunion, prendre des notes, transmettre l'information, faire tout ce qui relève de la logistique pour préparer un événement, et toutes ces choses qui valent pas rémunération directe, hein, mais qui surtout sont pas valorisées. Vous n'allez pas avoir des primes pour ça, par exemple, hein. Vous n'avez pas des primes pour avoir bien organisé un événement interne, Mhm. alors qu'il y a des primes si on a fait une vente de plus. Mhm. Et là, on voit que bah, ces activités, ces tâches qui ne vous donnent pas de prime, Mhm. c'est largement les femmes qui les portent, qui les portent sur leurs épaules. Et en fait, elles sont essentielles, ces tâches-là, souvent, parce que c'est les tâches qui font qu'il y a du bien-être, qui font qu'on est bien au bureau, qui font qu'on est plus productif. Donc, en gros, ça rajoute, c'est une double chose, c'est la productivité plus ce qui soutient la productivité des autres. Et finalement, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer la fameuse double journée Mhm. des femmes. Mais en effet, ça fait beaucoup et ça explique qu'il y a quand même une différence dans les taux de burn-out entre hommes et femmes. Mhm. Oui. Il y a une autre notion que tu abordes dans ton livre on n'a pas encore abordé, on a encore quelques instants, j'aimerais bien l'aborder avec toi, c'est le lien entre la productivité et la créativité. Moi, je Mm. trouve parfois que on manque de créativité, bien qu'on est dans une ère d'innovation, il y a quand même pas mal d'innovations qui sont générées, mais de manière générale, je trouve on manque de créativité. Et moi, ce que j'ai appris en tant que coach, hein, ça fait plus de 15 ans que j'accompagne des personnes, c'est que la créativité, pour être créatif, il faut avoir il faut avoir du vide, en fait. Mm, Pour toute création, il faut commencer par avoir du rien. mm, Et en fait, c'est compliqué d'avoir du rien quand on est constamment en train de courir après notre to-do list. mm. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce que toi, tu as découvert sur le lien entre la productivité et la créativité. Alors, tout à fait raison sur le sujet que d'ailleurs beaucoup de neuroscientifiques ont mis en lumière, hein, l'importance de ces moments de latence, voilà, le vide fertile, le repos, le fait de mettre son cerveau un peu, et d'ailleurs il n'est jamais en jachère le cerveau, hein, il est tout le temps, on sait que même quand on rêve, il se passe beaucoup de choses, mais de ne pas être, voilà, pas être toujours sur le même mode cognitif pour pouvoir avoir ce renouvellement. Oui, Et moi, où l'importance, je raconte souvent que j'ai oui, eu mes plus belles idées sur la piste de danse. oui, Donc, oui, oui, moi c'est à la piscine ou exactement, oui, c'est tout à fait ça. Exactement, ouais, les moments, le sport est important, hein, c'est aussi le lien entre le corps et la tête qui joue un rôle très important. Et puis, j'aime bien rappeler cette image de Virginia Woolf, quoi, l'espace à part, parce que dans la chambre à soi de Virginia Woolf, qui explique que pour qu'une femme puisse écrire, faire de la création littéraire, il faut qu'elle ait une chambre à soi. Et derrière ce mot de chambre à soi, en fait, il y a se cache beaucoup de choses. Évidemment, la fameuse pièce à part, hein, qu'on a tous rêvé d'avoir pendant les confinements des années 2020 et 2021. On se rend bien compte que c'est difficile de travailler voilà, au milieu du chaos domestique entre les corvées. Mais il y a aussi un espace qui est un espace mental, qui est un espace-temps. La chambre à soi, c'est un espace dans sa tête qui permet la création. Et on voit qu'on est très inégaux face à l'accès à cet espace à soi. Donc ça, c'est un sujet qui est magnifiquement traité dans l'essai de Virginia Woolf parce qu'elle fait un peu un historique de la création littéraire féminine, des conditions dans lesquelles il a pu se faire et finalement du miracle que représente la création littéraire féminine étant donné les conditions matérielles qui sont les leurs. Et la plupart des femmes écrivains jusqu'à l'époque de Virginia Woolf, donc c'est pas si longtemps que ça fait moins de 100 ans, hein, étaient plutôt des femmes aisées, étaient plutôt des Mhm. bourgeoises. Ça reste vrai aujourd'hui, hein, c'est quand même les personnes qui écrivent le plus sont plutôt des personnes aisées et privilégiées, mais ça s'est un petit peu démocratisé. Ça, c'est peut-être le premier élément de réponse, mais sur la créativité, dans mon livre, je fais une critique des discours sur la créativité. C'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'on en manque, qu'elle est essentielle, je ne suis absolument pas anti-créativité, nullement, hein. Mais ce que j'explique dans le livre, qui peut peut-être un peu relever de la provocation, c'est que la créativité est la nouvelle productivité dans les discours sur la créativité.
Mm. parce que, et c'est aussi très genré, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si la productivité, c'était voilà, un peu bas de gamme. Et puis, quand on monte dans la hiérarchie et puis qu'on monte dans le prestige, le pouvoir, etc., bah, on parle plus de créativité que de productivité. Donc, on est sur des tâches plus valorisées, plus nobles. Et là aussi, oh, comme par hasard, il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Tout ce qui relève de la créativité est extraordinairement genré. Hélas, il suffit de regarder, de feuilleter une anthologie de littérature pour le voir. Il suffit de regarder, voilà, il y a des domaines comme ça, hein, la musique, très, très, très peu de femmes. La musique classique, par exemple, la création de jeux, la création, le monde des échecs, hein, le jeu JEU, c'est Mhm. aussi un univers qui fait très peu de place aux femmes. Et en fait, on retrouve un peu les mêmes discours, hein, les mêmes injonctions qui sont des injonctions souvent très genrées dans le monde de la créativité. Et donc, il y a un des chapitres de mon livre qui s'appelle Créativité is the new productivité ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était Mhm. voilà, un peu sur le mode de la blague. Ce qui n'enlève rien à ce qu'on a dit juste avant sur l'importance de la créativité dans nos vies et les conditions qui la permettent. Mais dans le monde professionnel, quand on parle de créativité, en fait, on a reproduit, mais pour une classe plus privilégiée, des discours qui sont aussi un peu biaisés, en tout cas très biaisés du point de vue du genre. Mhm. Mhm. En J'avais gros, le pas du créatif, tout. c'est un homme, quoi. Le créatif, le vrai génie, c'est un homme. Et c'est terrible parce que quand on entend des discours, on imagine d'ailleurs un homme, enfin, l'écrivain, le compositeur, etc., etc. C'est vraiment... et on le voit, on le reproduit sur les petits-enfants. À l'école, on donne du talent à un garçon et du travail à une fille. C'est-à-dire que à réussite égale, le garçon est génial, la fille, elle est consciencieuse, elle est studieuse, elle est bûcheuse. En fait, on continue de reproduire ça. La vraie créativité, on l'associe beaucoup plus spontanément au masculin qu'au Je trouve féminin. ça incroyable parce Voilà. que, enfin, moi, j'ai pas forcément conscience de ce que tu es en train de dire, mais moi, par contre, ce dont j'ai conscience, c'est que la femme, de manière ultime, fait la plus belle création, porte en elle la plus belle création, c'est-à-dire la création de la vie. Donc, on est quand même faite pour créer. Oui, mais alors ça, il y a des auteurs, des grands misogynes dans l'histoire qui ont dit justement, puisque la création féminine, c'est de faire des enfants, elles ne sont pas faites pour d'autres types de création. La création artistique, la création productive, quelle qu'elle soit, en fait, ça, c'est le masculin. Donc, il y a voilà, plein d'écrivains terriblement misogynes qui soutenaient ça, et beaucoup de femmes, de féministes, parmi lesquelles certaines disent moi, je ne veux pas d'enfant, j'en aurai jamais, etc., qui disent mais non, mais moi, la création, c'est dans tous les sens du mot création que je veux avoir le droit de participer. Et oui, je suis créative. Et oui, C'est, je, voilà. ouais, je trouve ça incroyable qu'on puisse arriver à une société qui puisse penser comme ça. Parce que moi, j'ai l'intime conviction que dans la dimension féminine et alors je vais mettre des guillemets sur féminine parce qu'on a tous une dimension féminine, les hommes aussi ont une Mm. dimension féminine, mais on a vraiment, on trouve en fait les graines de la créativité. Dans la dimension féminine, on trouve l'intuition, on trouve l'imagination, on trouve la connexion au beau, on trouve la connexion au tout, on trouve ben voilà, déjà tous ces éléments-là. C'est déjà tout ça, Mm. là, pour moi, C'est déjà énorme. ce sont les ingrédients de la créativité. Et donc, ça ne fait aucun sens, mais absolument aucun sens que qui que ce soit puisse penser que la créativité soit réservée aux hommes. Et voilà, donc c'est intéressant cette Mm. conversation. Et c'est vrai que moi, je pense aussi que la créativité aujourd'hui, je trouve qu'on manque de créativité, et quand je parle au niveau sociétal, mais même juste de créativité de comment je veux vivre ma vie, Mm. comment je veux organiser ma maison, comment je veux organiser mon foyer, même comment je veux qu'on vive nos journées, ma routine, ma manière de vivre en fait ma vie. Je trouve qu'on manque beaucoup de créativité. On reproduit beaucoup ce qu'on a vécu enfant, ou on reproduit beaucoup ce que font nos voisins ou ce que font les gens autour de nous, et on s'autorise pas à voir qu'en fait il y a plein d'autres Mm. possibilités
de mener nos vies ou de décider des choses ou de se positionner par rapport à des situations. Tout ça, pour moi, c'est la créativité. La créativité, pour moi, c'est faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Donc, c'est faire autrement, en fait. Alors, jamais, pas forcément jamais, mais faire quelque chose qui n'est pas ce que fait tout le monde. C'est faire Mm, autrement que ce mm. que fait tout le Ou monde. quelque chose qui est différent de ce qu'on faisait avant soi-même, même si quelqu'un Voilà, d'autre le fait. Mais ouais. exactement. Ou qui est Mm. différent de ce qu'on faisait avant. Tout à fait. Merci pour cet ajustement qui m'aide beaucoup. Mm. Et donc, pour moi, cet espace, en fait, il doit commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, par du rien. Il doit commencer par je me pose et là, tout de suite, je voudrais faire autrement, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire autrement. Donc, on commence toujours par je ne sais pas. Il y a un désir de changement, il y a un désir d'une nouveauté, mais au début, il n'y a rien. On ne sait pas. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a deux choses qui nous bloquent là, qui nous empêchent et qui nous sabotent dans le fait de faire émerger cette nouvelle possibilité pour nous, cette nouvelle idée, cette nouvelle manière de faire. C'est que, il y a la productivité, c'est qu'il y a la to-do list. Ah ben, je peux pas, j'ai pas le temps de réfléchir à ça parce Mm. qu'il y a toutes les choses pour lesquelles je sais ce que je dois faire, toutes les sollicitations et les trucs que je dois cocher où là, j'ai pas à réfléchir en fait. J'ai juste à faire, ma fameuse to-do list. Et l'autre chose qui vient aussi vraiment nous perturber, c'est on est dans l'ère de l'informatique, de la technologie, de l'information, et donc on est super stimulé au niveau intellectuel avec nos téléphones, avec les réseaux sociaux, et ça swipe, et en fait, on a l'habitude d'être constamment nourri de stimulus et du coup Mm. ça génère un bouquet d'hormones en nous parce qu'on est en colère, on est content, voilà, ça nous fait vivre plein de sensations, notre téléphone portable, quand on regarde tout ce qui se passe dessus. Et on va préférer ça, on va préférer revenir là-dessus que de rester avec cet espace, mais comme on parlait même au début, de rester avec le présent, de rester avec le rien, de ne rien faire en fait, et d'accepter que là, il y a de la richesse en fait. Euh, Même si elle génère pas d'ailleurs une idée, il peut y avoir la richesse juste Mm. à être présent dans l'instant présent. Et en plus, cet instant présent, à ce moment-là, en étant en lien avec les autres, en étant en lien avec nous-mêmes, en étant en lien avec la nature, en étant en lien avec l'instant présent, eh ben, il y a potentiellement des nouvelles idées, des désirs, des envies, qui vont émerger et qui peuvent vraiment nourrir nos vies et nourrir la société. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je développe là. On ne peut pas dire mieux. En somme, il faut se déconnecter un peu. C'est pas toujours facile parce que c'est vraiment une crise cognitive qu'on vit avec les sollicitations numériques. Mhm, Tu l'as dit, tu as parlé d'hormones, hein, et on est mhm, drogué. En fait, on est mhm. drogué à ces notifications, à ces sollicitations. C'est plein de gratifications immédiates. Donc, il y a un apprentissage à faire. En fait, il faut qu'on crée l'équivalent des alcooliques anonymes Mhm. voilà, du smartphone, de l'ordinateur, etc. Et beaucoup de gens le font d'ailleurs. Hein. En Californie où tu es, il y a les retraites sans sollicitation numérique. Sans appareil, enfin, on cherche à se déconnecter, la détox, la Quand je fais mes retraites méditation. régulièrement, quand je fais mes retraites sur 5 jours, régulièrement, le premier jour, je prends les téléphones. Et les Ouais. personnes me regardent et j'ai l'impression qu'elles vont me tuer avec leurs yeux. Et elles Ouais, viennent c'est me comme enlever voir. un paquet de cigarettes, hein. C'est comme si tu leur prenais leur paquet de clopes. Et elles viennent me voir et elles me disent, mais Christine, tu comprends pas, c'est pas possible. J'ai laissé mes enfants, j'ai mon équipe, j'ai machin, c'est pas possible, je peux pas. Et vraiment, elles viennent me dire en quoi mon Mm. cas est différent. Christine, tu comprends pas, moi, je peux pas laisser mon téléphone. Et Ouais. je travaille avec elles, je leur dis, tu sais quoi, c'est pas grave, donne-le-moi, mais quand tu as besoin de le voir, tu viens me le chercher, je te le redonne. D'accord. Quand tu as besoin de le regarder, je te le rends, pas de problème. Et en fait, le premier jour, elles viennent le voir 3 fois, 4 fois, le deuxième jour 2 fois, puis après, le dernier jour, quand je ramène le panier, elles ont tous un regard dégoûté. Elles sont là, je n'en veux pas. C'est génial, mais ça, c'est un vrai apprentissage. Voilà. Une retraite, c'est le meilleur moyen d'apprendre à couper cette dépendance. Mhm, mhm. Alors, on va arriver sur le mot de la fin, là, quand même. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, un message fort que tu souhaiterais, ou fort, ou pas forcément fort, mais quelque chose que tu souhaiterais partager avec les auditeurs et les auditrices de ce podcast avant qu'on conclue? Je trouve que ta conclusion est très bonne, hein, sur le numérique et l'importance de se déconnecter pour être dans l'instant présent. J'ai pas tant de choses à rajouter là-dessus, si ce n'est peut-être une anecdote personnelle qui est que pendant une année, moi, ma solution, ça a été une sorte de Shabbat numérique.
C'est-à-dire que c'était le samedi, mais par hasard, je me déconnectais complètement. J'avais pas le droit d'aller regarder mes mails, etc. Et pareil, au début de journée, à chaque début de journée, ça peut être un peu difficile. Et puis très vite, j'en venais à désirer le samedi comme le plus beau moment où j'avais l'impression de retrouver du temps, d'avoir un rapport au temps complètement modifié, complètement libéré. Je pense que ça, c'est des petites expériences qu'on peut tous faire, soit quand on a la chance de pouvoir faire une retraite, tant mieux, mais même à plus petite échelle, avec des moments de la journée, le smartphone qu'on n'emmène pas dans sa chambre à coucher, l'heure à laquelle on arrête, vraiment, on arrête la connexion et on fait autre chose. Donc c'est vraiment un apprentissage qui est nécessaire parce qu'on a une surcharge cognitive qui nous rend un peu fous. Et je pense que derrière l'épidémie de burn-out, il y a aussi cette surcharge numérique qui fait qu'on n'est jamais, jamais, jamais tranquille. Donc c'est quasiment, enfin c'est comme un problème de drogue en fait. Moi, j'ai décidé que je n'emmenais plus mon téléphone dans les randonnées et dans les balades en nature. Et je me dis, on est une famille de 5, on a tous nos téléphones, on prend tous des photos. C'est ridicule. Donc moi, je dis, je laisse mon téléphone dans la voiture où je l'emmène pas. Quelqu'un d'autre fera les photos. Et je dis à mes enfants, vous m'enverrez vos photos. Ouais, c'est très bien. Parce qu'en fait, on le prend pour les photos, mais en même temps, quand on a dans la main, il y a une alerte, il y a quelque chose, il y a un message. On ne peut pas s'empêcher de regarder, voilà, exactement. Exactement. Ok, super, super. Alors écoute, Laetitia, donc évidemment, j'invite les auditeurs et les auditrices à se procurer ton livre, En finir avec la productivité, critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail, qui est donc publié aux éditions Payot. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, ou, enfin justement, on vient de dire de ne pas trop être sur le téléphone, mais où est-ce que les personnes peuvent te retrouver et en savoir plus sur ce que tu fais? Alors, pour me contacter, j'ai 2 réseaux sur lesquels je réponds, c'est LinkedIn et Twitter. J'ai ma newsletter qui s'appelle Laetitia at Work sur Substack et où j'ai un lien assez fort avec les lecteurs, lectrices qui m'écrivent, parce qu'on peut m'écrire directement en répondant à mes newsletters. Et puis, voilà, après, c'est tout, parce que sur Welcome to the Jungle, du coup, c'est un média, donc c'est un peu comme laisser des commentaires, c'est un peu comme envoyer des bouteilles à la mer, c'est pas le meilleur moyen de me joindre. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette conversation que j'ai trouvée absolument passionnante. J'en ressors grandie et nourrie. J'espère que ce sera le cas. Christine, c'était génial de parler avec toi. Et puis j'espère qu'on aura peut-être un jour l'occasion de se rencontrer en Allemagne ou en France ou quelque part sur cette belle planète qui nous accueille. Ou en Californie. Ou en Californie, tout à fait. À très bientôt, Laetitia. Au revoir. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.